Je vais d'abord résumer le roman épistolaire à l'univers Cour de Sable, publié en 1795. Les personnages de l'intitulé sont amoureux, mais le président de Blamont, le père d'Aline, a pour projet de marchander la nubilité de sa fille à son compagnon d'orgie, le financier Dolbourg. La demoiselle, séparée de son chéri, assistée de sa mère et d'un groupe d'amis, se retire dans son matrimoine du château de Verfeuille à la campagne et tente de gagner du temps avant le mariage fatidique. Sophie, victime du viol de Dolbourg et parturiente, trouve refuge auprès de cette compagnie. Sainville et Léonore, annoncés par la tempête, débarquent aussi au château dans le désordre. La narration est entretenue par ces gens sans aveu pendant plus de 400 pages. Ils s'avèrent en effet des fugitifs et racontent leur départ en cavale lors duquel Léonore se fait à plusieurs reprises arracher des mains. Sainville, surhomme sadien, court à ses trousses jusqu'en Afrique pour la retrouver, extrêmement débrouillarde, sur les planches à Paris. Les Péregrins auront expérimenté le monde et pourront enfin se reposer hors du romanesque. Ils quittent Verfeuille en apprenant la parenté de l'aventurière à cette communauté. Cependant, le garrot se resserre autour du cou d'Aline. Sophie, souffre-douleur, est enlevée pas si mystérieusement. Le juge scélérat presse les noces et empoisonne son épouse. La veille de la parodie des célébrations, la pucelle se plante une lame de ciseaux dans le cœur. Son amant esselé attend la mort, peut-être dans une retraite littéraire. Dolbourg se repent à la dernière minute de ses crimes, comme le bon larron. Blamont père est assassiné quelques années plus tard. Ça, c'est le résumé. Est-ce que c'est saisi? En gros, d'après le discours rapporté de la narration du voyageur Sainville, les Africains de Butua, premiers habitants du monde selon leur propre conception, se positionnent dans leur cosmogonie de manière décentrée par rapport à la nature. C'est sur la page. L'idole est à l'image de celui qui a créé le monde et pour justifier l'usage où ils sont de le représenter moitié figure humaine et moitié figure d'animal, ils disent que c'est pour montrer qu'il a créé également les hommes et les animaux. C'était-tu sur la page? Ouais, okay. Sade les imagine aussi appartenir, bien que compénétrés du domaine mythique, à un monde objectif particulièrement hostile. Leur manière d'enterrer les morts est de placer tout simplement le cadavre au pied d'un arbre sans nul respect, sans aucune cérémonie et sans plus de façon qu'on en ferait pour un animal. Devant le constat qui tombe un peu à plat et qui veut que l'Afrique soit figurée brutalement dans le roman, je poserai la question du rôle qu'elle joue dans l'économie du texte. Je fais l'hypothèse d'une instrumentalisation de la caricature de la barbarie africaine, dont ferait montre notre ci-devant gardien de la langue française à des fins critiques et réflexives d'intérêt national. Cette négociation narrative consisterait en une réarticulation du principe qu'a théorisé Roger Caillois sous le concept de révolution sociologique. Je ne l'ai pas trouvé dans le texte de Roger Caillois, mais je l'ai trouvé dans un texte sur le cannibalisme qui citait Roger Caillois, donc c'est de seconde main. Mais je vais aller voir. Celle-ci se manifesterait en tant qu'évaluation du contexte social européen, jugé à l'aune des caractéristiques de son altérité, éminemment représentée par l'Afrique dans le texte sadien. Elle chercherait, dans le cas analysé ici, à révéler l'odieux de leur ressemblance pour ainsi parvenir à infliger une blessure narcissique aux mœurs et politiques dominantes, européocentriques, au déclin de l'ancien régime français. Il y aurait là une manière de se figurer ce qu'envisageaient déjà les philosophes matérialistes Boulanger d'Holbach lorsqu'ils écrivent leurs recherches sur l'origine du despotisme oriental, publiées en 1761, c'est-à-dire la liberté dans l'Asie, la raison dans l'Amérique et l'esclavage dans l'Europe. La représentation de ceux que les raisonneurs appellent les Asiatiques serait elle aussi instrumentalisée dans l'économie de leur essai, dans la vision très précise de produire une critique réflexive de la France. À partir des nombreux marqueurs de temps discernables dans la préface de leur ouvrage, tels que la situation actuelle, le temps présent, aujourd'hui, en s'appuyant sur ce maintenant du texte, il serait possible de déduire un « ici ». Le frontispice du traité du duo philosophique insiste d'ailleurs en gros caractères sur le substantif « despotisme », alors que l'adjectif « oriental » est écrit dans une police plus réduite. L'intitulé de la première section s'en tient au syntagme « Recherche sur le despotisme ».
façon par laquelle ont peut-être procédé les philosophes pour glisser en douce et en dépit de ce qu'ils affichent par la médiation de l'étale publicitaire de leur page-titre, un prophétisme malvenu en leur pays. Dans le passage suivant, ils diront carrément « On a dit l'Europe sauvage, l'Europe païenne, on a dit l'Europe chrétienne, peut-être dirait-on encore pis, mais il faut qu'on dise enfin l'Europe raisonnable. » Je me pencherai dans les minutes qui suivent sur l'aspect religieux, superstitieux et sacrificiel qui prévaut dans mon corpus. Cette dimension, qui sévit particulièrement dans l'exotisme afro-sadien, sera prise dans ma communication comme cadre pour en analyser les traces qu'il s'agira de déceler dans l'environnement français. La représentation romanesque de l'utopie de Tamoé que je n'ai pas encore mentionnée, sortie tout droit de l'univers littéraire de Fourier et de Voltaire, ainsi que des conceptions que le 18e siècle se faisait de l'île d'Otaïti, sera aussi convoquée. Sa présence dans le texte tend la perche à une interrogation peut-être rhétorique. N'est-ce pas au pays des chimères que Sade nous parle le mieux de superstition? Boulanger d'Holbach font appel au nom de légendes, fables, spectres et fantômes pour disserter sur cet art de se mentir à soi-même que constitue pour eux la croyance au monde surnaturel. Sociocriticien en herbe, j'interrogerai différents discours et représentations attenant à ceux que déploie l'auteur d'Aline et Valcourt. À propos de l'Afrique, une attestation guidera mes recherches, celle qui considère que sa construction consiste en une hyperbole de ce qui se radotait déjà au sujet du continent à l'époque de la publication du roman. Je lis ici le critique Patrick Graille énumérer quelques caractéristiques de la représentation de ces indigènes. Paresse, indiscipline, cruauté, lubricité, jalousie, perfidie, hypocrisie, fanatisme, athéisme, fétichisme, idolâtrie, polygamie. C'est clair. Ce serait aussi vers certains textes critiques de penseurs des Lumières qui s'alarmaient de la situation française que je serais appelé à chercher les reprises de discours, ainsi que les réacheminements de sens par lesquels Sade engagerait sa langue pour bâtir sa fiction africaine. Boulanger d'Holbach, le président de Brosse, et Joseph de Maistre, mais ça c'est seulement une idée, avec laquelle vous pourriez m'aider, seront sollicités aux fins de fournir une lecture qui ne me permettra pourtant pas de trancher sur les affiliations politiques de l'auteur. Ce que j'appellerais l'imaginaire sadien servira amplement de sous-texte à mon analyse que je ne pourrais souhaiter pénétrante si je la dissociais des autres écrits du sulfureux marquis. Toute une part de ce qu'il suggère est laissée dans l'ombre dans le roman. La chaîne signifiante sadienne imprègne-le et s'inspire du recueil de lettres que l'auteur n'a pas craint de revendiquer. Dans le secret de cet opus, supposément exotérique, Blamont et Dolbeault font des parties simplement évoquées et beaucoup plus recherchées que ce qui nous est présenté explicitement. Comme dans les 120 journées de Sodome, œuvre ésotérique, de grandes aventures en compagnie d'un sérail que l'on renouvelle, donc que l'on assassine, constituent une extension à cette diégèse. La façade publicitaire d'Aline et Valcourt cache là quelque chose d'encore plus sordide que ce qui nous est représenté. Bon, ça, c'était mon intro. Je procéderai maintenant à mon étude textuelle en abordant par le détour de la fiction le thème des chimères religieuses. Le voyageur Saint-Ville, au moment où il vogue quelque part dans les mers du Pacifique, visite les habitants de l'île utopique de Tamoé où il échoue pour son bonheur. Il y assiste à un service liturgique d'un dépouillement formel inégalé dans le roman. Boulanger d'Holbach appelle cela un culte extérieur. Les stupéfiants insulaires vénèrent une entité abstraite, transcendante et bienveillante, de laquelle le soleil ne serait que la pâle copie. Citation. « Astre brillant, ce n'est pas à toi que nos vœux s'adressent, c'est à celui qui te meut et qui t'a créé. » Il s'agit là d'une... Peut-être que je l'ai pas mis... Il s'agit là d'une illustration d'un type de religieux en concentré. Lors de leur rituel de lever à l'Orient, les utopiens s'agenouillent d'un seul homme, en silence, pendant que Zamé, leur chef, se tient droit, les mains élevées. La projection qui impliquerait le désir religieux semble ici totale et lancée vers le ciel en tir groupé par la collectivité utopique, sans objet et infini. Un mouvement édifiant du bas vers le haut serait le propre de la croyance au monde surnaturel dans de nombreuses représentations du XVIIIe siècle, la superstition, concept fort usité à l'époque des Lumières, qui en ont tant combattu les ténèbres, signifie d'ailleurs, du point de vue étymologique, se tenir au-dessus. C'est là l'attitude de celui qui possède le secret des dieux.
Un lexique de l'érection est rendu sensible dès la dédicace de l'essai de Boulanger d'Holbach qui s'insurge ainsi. Les 20 trophées se sont dressés. L'aspect hasardeux et infondé de la croyance religieuse, hasardeux c'est pas le bon mot, infondé de la croyance religieuse s'établit d'après les penseurs sur l'imbécilité et sur l'ignorance, je souligne. Dans une autre figure, ils évoquent le colosse comme suspendu de l'erreur religieuse. Le culte de l'île utopique, s'il consiste en un mouvement de transfert du bas vers le haut, s'avère pourtant très tôt, paradoxalement, aperçu comme déchargé de tout affect. L'érection mentionnée se montre vite détumescente. Zamé, peu après son élévation, se précipite la face contre terre. Le désir est comme absent en utopie, tel que représenté, la projection en prière ne s'établirait à partir d'aucune réalité corporelle, comme si la chair des Tamoé n'était pas de la partie dans leur mise en scène. Il s'agirait là d'une simple chorégraphie. Leur corps serait biffé puisque laissés à eux-mêmes en ce qu'aucune loi rigoureuse ne les compénètre. Zamé explique à Sainville les principes de sa législation après avoir mûri toute sa vie sa réflexion sur le sujet. C'est sur l'exemplier. Perpétuellement entre les passions et les lois, tour à tour victime des unes et des autres, je me convainquis que la seule manière de rendre l'homme moins malheureux dans cette partie était qu'il eût et moins de passion et moins de lois. Le désir est dégonflé en île utopique puisqu'il pâtit sous régime laxiste. Sainville surprend un moment d'émotion temporaire chez son interlocuteur éclairé, signe subreptice qu'à Tamoé quelque chose ne tourne pas rond. Ces jeunes gens seraient impotents. Le bon vieillard, les larmes aux yeux, répondit « Vous voyez comme elle est jolie et cependant l'indifférence de mon fils est extrême. Il ne voulait pas se marier. » Zamé nous apprend qu'à l'origine, avant qu'il ne réforme le rituel pour n'en conserver que le culte extérieur, les natifs de son île priaient le soleil, selon une sorte d'astrologie. Le dictateur aurait formalisé le service tel qu'aperçu là, vide de tout aspect sacrificiel. Un sacré qui brille par son absence n'empêche pas le bon chef d'employer le mot interdit pour rendre compte de ce qu'il est encore plus. Ce n'est point par aucun principe religieux que nous nous abstenons de viande. Pourquoi sacrifier nos frères quand la nature nous donne autre chose? La religion chimérique de Tamoé, telle qu'elle nous est représentée dans l'utopie sadienne, en est une de pure superstition. Selon la formule de Boulanger d'Holbach, elle n'a plus rien sous les pieds. Très au sud, les Africains, grands sacrificateurs, sont sculptés dans la glaise. Ils en sont recouverts dans ce passage. La tête orgueilleuse de l'oppresseur s'abaisse et se couvre de fange. Leur religion en est une, chtonienne, de fertilité et d'orgie incestueuse et sanglante. Sainville assiste au débordement qu'elle implique, en présence du monarque africain Ben Mahakoro et de son transfuge de service, le portugais Sarmiento. Citation. Sur les marches de l'autel, le plus affreux spectacle s'offrit bientôt à mes regards, le prince venait de faire un sacrifice humain. L'idole africaine se situe sur un autel élevé de 3 pieds. Ce n'est pas beaucoup. Dans une représentation contemporaine, celle du romancier Tierno Monedembo que comprend le roman Le Roi de Kael, un explorateur colonial n'a de cesse de trébucher sur le fétiche local, ce qui attise la colère des incivils ressortissants du bout du monde. Le matérialisme bas et corporel des Africains sadiens les fait se concevoir eux-mêmes à partir d'une théorie de l'unité de l'âme et du corps, tout en mêlant à cela leurs superstitions saugrenues et incompréhensibles. Cette étincelle de raison est bientôt étouffée par des extravagances pitoyables. C'est une citation. Je souligne ici l'aspect du culte embrouillé quant à la différence sexuelle, puisque l'idole est androgyne, manière de mère phallique, moitié homme, moitié serpent, ayant les mamelles d'une femme et les cornes d'un bouc. Le président de Brosse, dans son essai « Du culte des dieux fétiches », publié en 1760, rend lui-même compte d'un certain aspect confusément matrilinéaire chez les peuples qui s'adonnent au fétichisme. Citation. « Une partie des filles se marie ensuite à quelques mais le mari doit les respecter, comme le serpent même dont elles portent l'empreinte, ne leur parler qu'à genoux, et être soumis tant à leur volonté qu'à leur autorité. » Les Africains de Butua, à part pour ce qui a trait à la représentation queer qu'ils vénèrent, sont du reste d'un machisme consommé.
Brosse affirme qu'à l'intérieur du système religieux païen, deux tendances se dessinent principalement. Ces deux points de cette théologie, dit-il, roulent ou sur le culte des astres, ou sur le culte non moins ancien de certains objets terrestres et matériels appelés fétiches. Les natifs de Butua, personnages certes terre à terre, ne sont pourtant eux-mêmes pas tout à fait étrangers à ce qui se passe au-dessus de leur tête. Il est encore ici question de superstition lorsque l'auteur leur concède en même temps quelques notions quasi scientifiques. Citation. « Ces Africains ont quelques légères connaissances d'astronomie, mais elles sont mêlées d'une si grande foule d'erreurs et de superstitions qu'il est difficile d'y rien comprendre. Ils connaissent le cours des astres, prédisent assez bien les variations de l'atmosphère et divisent leur temps par les différentes phases de la Lune. Quand on leur demande quelle est la main qui meut les astres dans l'espace, quel est enfin le plus puissant des êtres, ils répondent que c'est leur idole, que c'est elle qui a créé tout ce que nous voyons, qui peut le détruire à son gré, et c'est pour prévenir cette destruction qu'ils arrosent sans cesse ces autels de sang. » On peut entendre le serpent siffler dans l'allitération de la fin de la citation. Leur divination astrologique semble justifier bon nombre de leurs désordres ici-bas. Je tenterai plus tard de mettre en relief une certaine duplicité de la part de ceux que j'appellerais les juges sacrificateurs. Il y a pour l'instant à Butua un regard posé vers le ciel qui interprète les signes de manière sûre d'elle-même. Cet affairement vers les astres, l'inquiétude qu'il suscite, la possibilité toujours planante d'une fin des temps et les expédients entrepris pour prévenir la catastrophe, tout ce que l'on retrouvera là, est déjà chez Boulanger d'Holbach lorsque les matérialistes déballent leur mythe des temps immémoriaux, où la nature se déchaînait contre l'être humain. La marche du soleil et des planètes s'est altérée, les continents que nous habitons ont été des scènes mouvantes où les incendies, les inondations, les tremblements de terre et les ténèbres ont régné tour à tour. La religion, que les philosophes analysent, consiste avant tout en un souci projeté vers le ciel afin d'en déceler et, si possible, d'en prévenir les signes de la prochaine déflagration universelle. Ils avancent que le souvenir des incendies passés devint aussi le pressentiment des incendies futurs. L'être humain aurait déjà vécu le désastre par l'eau et par le feu, et il redoute dans sa mémoire archaïque un nouvel avènement apocalyptique, ce qu'il appelle le jugement dernier. Citation. « La descente du grand juge, dont on avait regardé tous les météores et les phénomènes qui concourent à la ruine du monde, comme les annonces et les suites, devint un dogme redoutable qui en impose à tous les hommes et qui les remplit d'une terreur religieuse. Les matérialistes ont une expression plaisante pour résumer ce qu'ils ont avancé jusque-là, l'astrologie judiciaire. Ils cherchent à investiguer les origines du despotisme oriental, supposément, dans la théocratie, donc dans l'incarnation d'un monarque divin, tel que le figure celui de l'Afrique sadienne, regardé selon leur formule en tant que Dieu visible. L'astrologie et la crainte de la rétribution sont pour eux à la base de ce phénomène. Citation, « Il fallait un roi qui fût le chef et le père de cette grande famille, et qui la conduisit et la régla comme le soleil règle toute la nature, et comme un Dieu conduit et gouverne l'univers. » Les philosophes, dès l'introduction de leurs recherches, avertissent leurs lecteurs que devant le visage d'un roi sacré, la terre anéantie doit se prosterner en silence. Cet aplaventrisme généralisé rappelle en France, dans une ambiance tout aussi tendue, le discours inaugurateur des 120 journées que les scélérats servent aux jeunes filles réduites en esclavage et qui implique qu'un geste, un coup d'œil, souvent un simple sentiment interne de leur part, signifiera leurs ordres. Je lis en sous-texte de cet extrait la mention que font aussi les matérialistes des temps où l'on craignait qu'en remuant le sourcil, le théocrate n'ébranlât l'univers. Dans Lynn et Valcourt, le financier Dolbourg annonce à sa captive Sophie « Je ne pourrai vous voir que 3 fois par semaine, vous serez tranquille le reste du temps. » Il se manifeste à la manière d'un signe céleste, comme nous l'évoquent les matérialistes, selon des heures, des jours et des périodes réglées. Du point de vue des victimes, elles intériorisent elles-mêmes les idées de grandeur de leurs oppresseurs à partir desquelles elles semblent confusément se comprendre, aussi à l'aide d'un discours emprunté à l'astrologie. Une scène que provoque M. le président de Blamont est rapportée lorsqu'il attire sur lui toute l'attention de sa petite famille au début du récit. Il nous entretient de la sublimité de ses droits. Le Père qui est aux cieux n'a pas permis à son épouse de se réfugier dans une maternité consolatrice. Dans ce passage, elle se plaint de son triste sort. « Le ciel ne voulait pas, mon ami,
que ce fut encore là pour moi la source du bonheur. Le magistrat, manière de roi soleil, impose son orbite à ceux qui dépendent de lui. Cette image m'est venue à la lecture de l'article de Jean de Prun, Sade philosophe, lorsqu'il fournit le concept d'isolisme sadien. Entendons d'abord par isolisme toute la gamme des sentiments allant de l'égocentrisme spontané à l'égoïsme réfléchi. Une autre représentation de l'Afrique que celle de Butua dans mon corpus, peu commandée par la critique, m'encourage à adopter le chemin de l'astrologie, sur lequel je m'engage ici. Léonore aboutit dans les terres de Sénart, dont elle commente le gouvernement dans ce passage. Le roi auquel nous fûmes présentés est un homme d'environ 50 ans, d'un libertinage effréné et d'une cruauté inouïe. On ne peut l'aborder que pieds nus. Ses traits ne s'aperçoivent jamais, perpétuellement couverts d'un voile de gaz. On dirait que cet imbécile craint d'éblouir ses peuples. Pour les matérialistes, le regard scrutateur en direction des astres implique la crainte de la menace du jugement dernier, je l'ai dit. Dans l'Apocalypse, il est écrit que le jour dernier tombera sur les habitants de la terre, pris en flagrant délit de leurs gestes les plus quotidiens. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Le président visite matinalement sa fille dans sa chambre avec son ami financier. Ils veulent douteusement la surprendre dans son lit. Aline est prête à les recevoir, levée et corsetée. Elle fait partie de la nation des justes, je cite, « Dès 8 heures du matin, le 16, les deux amis se sont en effet présentés à la porte d'Aline. Elle était levée, elle était vêtue. Reconnaîtras-tu là, mon ami, la pudeur, la timidité de cette fille charmante? Elle ne s'était pas couchée. » Une lecture biblique est ici tirée du fond mythologique des jours derniers des philosophes Boulanger d'Holbach qui n'y voient qu'une variété de plus dans l'histoire des superstitions et du sacrifice. Elle peut être extraite des scènes du roman qui met en scène le libertin Blamont lorsqu'il est en société de ses proches. Le juge a des sautes d'humeur. Il fut tranchant, systématique et bourru, comme s'il eût siégé sur les fleurs de lys. Ailleurs, il est en fureur. Plus loin, il est en colère. Ce personnage, le plus insigne et scélérat de la narration, figure patriarcale, tranchante et implacable, a des traits en commun avec le Dieu que ceux que les matérialistes appellent les Hébreux. Sévère, cruel, impitoyable, jaloux, vindicatif. Dans le passage suivant, le magistrat est aux prises dans un débat de protestation indigné au château de Verfeuille, encore lorsqu'il annonce qu'il va surprendre sa fille en chemise de nuit. Devant le tollé général créé par cette affirmation, sa réponse est finale. Depuis 20 ans, Madame de Blamont fait ce que je veux, je prononce et elle me satisfait. Elle se sent aussi bien de cette condescendance qu'elle se trouverait peut-être mal du procédé contraire. J'aimerais convoquer encore une fois l'essai du président de Brosse du culte des dieux fétiches. Les tenants du fétichisme, selon l'essayiste, offrent un service liturgique à des objets inanimés ou vivants. Un morceau de bois, une queue de lion, un caillou, une coquille de sel, un poisson. En gros, n'importe quel objet qui jonche le sol peut faire celui d'une dévotion. Cet aspect passe-partout du fétiche permet de traduire sa présence sous différentes modalités dans mon corpus. J'introduis ma notion ici centrale de fétichisme de la loi du Père que semble maintenir le juge sacrificateur sur ces sujets. Le président de Blamont instrumentalise l'autorité divine, il incarne la rigueur du Dieu transcendant des Écritures, qu'il rabaisse à des fins de jouissance isolistes. J'ai mentionné plus tôt comment les Africains sadiens justifiaient leur désordre sacrificiel par de confuses et craintives intuitions de l'imminence de la prochaine descente du grand juge. D'une manière sensiblement semblable, dans les 120 journées, le président de Curval profite de son pouvoir judiciaire pour jouir de la torture d'un condamné à mort innocent. Citation, « Le malheureux portefaix fut roux et vif, sans qu'il n'eût jamais commis d'autre crime que celui de vouloir conserver l'honneur de sa fille. » Les philosophes matérialistes circonscrivent une certaine duplicité au sujet des juges sacrificateurs, toute observance confondue. Il n'est pas besoin sans doute de faire ici l'application de ces usages à ceux du paganisme et du judaïsme, pour y reconnaître l'origine de ces sacrifices perpétuellement offerts dans les temples avec une dépense et une profusion qui semblent avoir dû exterminer les troupeaux. Leur première intention avait été de couvrir la table du roi théocratique.
On voit là le détournement secret des dons desquels bénéficie l'instance sacerdotale chez Boulanger d'Holbach. Une des caractéristiques du fétichisme, comme représenté par Brosse, est aussi son aspect hautement intéressé, isoliste, du point de vue des offrands. Si les Noirs ont besoin de pluie, ils mettent devant l'autel des cruches vides. S'ils font la guerre, ils y mettent des sabres et des saguets pour demander la victoire. S'ils ont besoin de viande ou de poisson, ils y placent des os ou des arêtes pour obtenir du vin de palmier. Ils laissent au pied de l'autel un petit ciseau servant aux incisions de l'arbre. Avec ces marques de respect et de confiance, ils se croient sûrs d'obtenir ce qu'ils demandent. Selon le penseur, la cupidité est la vénération fétichiste des nations européennes. Citation, « Nulle divinité de ce genre n'a été si funeste aux sauvages que l'or qu'ils croyaient très certainement être le fétiche des Espagnols. » Encore ici, l'altérité des pratiques exotiques renvoie à une critique d'intérêt local. Brosse mentionne l'apparat sacerdotal, initiatique et ésotérique, lui-même douteusement intéressé, qui implique souvent le culte qu'il décrit, qu'il représente, pardon. On dit aux jeunes femmes que le serpent les a marquées et en général le secret sur tout ce qui leur arrive dans l'intérieur des cloîtres est tellement recommandé, sous peine d'être emportées et brûlées vives par le serpent qu'aucune d'entre elles n'est tentée de violer. La plupart se trouvent assez bien de ce qui s'est passé dans le lieu de leur retraite pour n'avoir aucun intérêt à le révéler, et celles qui penseraient autrement n'ignorent pas que les prêtres ont assez de pouvoir pour mettre leurs menaces à exécution. Le secret mentionné par Brosse est d'ailleurs révélé dans le texte sadien. Un époux mépriserait sa femme si elle lui donnait ses prémices. Il appartient de droit au prêtre. Il y est question plutôt d'un certain occultisme. Tout en causant, Sarmiento me promenait de chambre en chambre et je vis ainsi la totalité du palais, excepté les harems secrets, composés de ce qu'il y avait de plus beau dans l'un et l'autre sexe, mais où nul mortel n'était introduit. Ce que j'ai appelé le fétichisme de la loi du père agirait, selon mon herméneutique, d'après une logique secrète, en tant qu'instance légale transcendante pour les sujets superstitieux qui gisent sous elle. Elle serait instrumentalisée par la duplicité de ses représentants, les juges sacrificateurs, comme un fétiche en vue de leur jouissance isoliste. La transcendance est donc représentée, une fois de plus, sous l'aspect chimérique qu'il m'a été permis d'entrevoir dans mon analyse de l'utopie. De fait, les procédés d'instrumentalisation de la législation imposée à ceux qui y sont soumis ne sont eux-mêmes soutenus par aucune instance légale. Une ambiance de complot et de réglementation à géométrie variable est établie dans ce passage d'Aline et Valcourt, par exemple, où le magistrat de Blamont incite son compagnon à mesurer l'ampleur de sa criminalité. Jette les yeux sur la multitude de détours que nous savons mettre en usage, sur la quantité de fausseté, de mensonges, de subordination, de pièges, de manœuvres insidieuses que nous employons habilement. Tu verras que tout cela nous forme au métier des ruses et la science d'amener les événements au but que nous nous proposons. Le désir des juges sacrificateurs qui n'obéit ultimement à aucune loi est comme en utopie d'étu messin. J'en perçois les signes encore une fois dans le discours inaugural des scélérats des 120 journées adressés à leurs victimes. Ne vous avisez surtout pas de faire aucun fond sur vos charmes, trop blasés sur de tels pièges, vous devez bien imaginer que ce ne serait avec nous que ces amorces-là pourraient réussir. Le passage suivant de mon corpus où le président nargue la paresse léthargique de son ami est signifiant à cet égard. « Bois, mange et dors, je réfléchirai sur tes plaisirs. » En Afrique sadienne, on peut percevoir un semblable affaissement du corps du théocrate. On le voyait élevé au fond de cette pièce, dans un gradin, à demi couché sur des coussins de feuilles. Il était entouré d'une trentaine de filles. La loi du père pour le pervers sadien est comme n'importe quel autre objet qui traîne par terre. Écoutons le rire gras du président du juge Blamont. Heureusement que nous sommes au-dessus de ces misères-là. Le Robin, tel qu'il est décrit, malgré les signes qui marquent son corps de flaccidité, sa taille est longue, frêle, voûtée, sa poitrine plate, se doit pourtant d'incarner comme un fétiche et la loi dont il se fait le représentant, une inflexibilité à l'égard de ceux qui lui sont soumis. Ces caractéristiques de mollesse et de dureté paradoxale donnent au corps de Blamont les attributs du fouet.
Dolbeaur, alias Mirville, adresse un reproche d'ordre général à celui de la magistrature. « Jamais je ne vis d'âme si dure que celle de ces suppôts de Berthold. » La métaphore de la solidité est lisible une fois de plus lorsque le président se frotte les mains par devers lui-même en pensant aux exactions qu'il s'apprête à commettre à l'endroit du corps d'Aline. On l'a puni alors avec rigidité. Une critique du fétichisme est formulée de manière plus consistante que ne le sont les viandes de M. de Blamont. Au début des aventures de Saint-Ville, dans le couvent où le héros cherche à rescaper sa bien-aimée Léonore, qui paie du cloître le refus de son établissement avec un mari promis par sa famille, la statue de Sainte Ultrogote patronne les lieux. Saint-Ville interroge le réparateur de la bienheureuse sur la foi qu'il prête à ses pouvoirs quand celui-ci de répondre « Comment voulez-vous qu'un morceau de bois fasse des choses extraordinaires ?» Inspirée par une ruse de son amoureux, Léonore accepte plus tard de se faire déposer à la place de cette statue pour ensuite être évacuée sous prétexte de remplacement. Cette chère fille avait passé une nuit cruelle, toujours entre la crainte et l'espérance. Son agitation avait été extrême. Pour achever de l'inquiéter encore plus, une vieille religieuse était venue pendant la nuit prendre congé de la sainte. Elle avait marmotté plus d'1 heure, ce qui avait presque empêché Léonore de respirer. La fixité à laquelle la femme aimée est astreinte, telle que représentée là, est insoutenable. Il y a chez le sujet amoureux une prise de pouvoir sur le corps de celle qu'il vénère, et le texte de Sade révèle que l'objet de la vénération demeure paradoxalement assujetti à son sujet. Léonore, selon mon interprétation, partirait aussi en virée en Afrique pour échapper à son prétendant. Une logique conflictuelle toute biblique fait entrer dans l'arène la fausse transcendante de la loi du père Blamont, nouveau Yahvé pervers, et le culte aux objets terrestres représentés d'autre part dans le roman. J'opérerai encore un rapprochement entre les procédés des libertins et certaines représentations de la tradition juive, telles que Boulanger d'Holbach les conçoivent. Il est dit dans leur essai, en ce qui concerne le sentiment d'élection d'Israël parmi les peuples de la terre, que cela rendit ces nations le fléau de toutes les autres. Elles eurent l'esprit de conquête ou une espérance ambitieuse et turbulente de posséder un jour la monarchie universelle à titre d'héritage. C'est sous le prétexte d'avoir combattu le culte fétichiste des peuples qui les environnaient et au nom de la transcendance de la loi que, comme nous le confirment les matérialistes, en bons juges sacrificateurs, les charnels hébreux exterminèrent les Cananéens pour s'emparer de leur pays comme d'une terre promise par le Dieu de leurs ancêtres. Le magistrat encourage son ami financier à forcer les barricades en parlant du corps promis d'Aline. Le passage suivant est truffé du même ton. Je t'aiderai à la battre en brèche pendant que tu formeras tes attaques. Je te ménagerai des auxiliaires. Il y a ici l'apparition du vocabulaire d'une certaine violence légitime, celle des grands empires civilisateurs, du moins considérés de manière froidement tactique. Dans la pièce de théâtre anti-esclavagiste « Empsaël et Zoraïde » de Bernardin de Saint-Pierre, le héros noir inaugure la paix sociale vis-à-vis des Blancs en lavant son domaine de toutes les bêtes féroces. Peut-être dans les mêmes visées légitimes de purger la terre de sa violence subjective, le père de Zamé, le chef de l'utopie, extermine les bêtes qui rôdent dans ses forêts. Il y avait autrefois quelques quadrupèdes dans l'île dont il persuada les habitants d'éteindre la race. D'après la même logique implacable, le père Blamont enjoint son compagnon à emporter la citadelle d'assaut, représentation oblongue, dressée et idolâtre du corps d'Aline, devant laquelle Valcourt s'est très nécessairement incliné. Écoutons-le lui conter Fleurette. Tendre et divine amie de mon cœur, que j'aime à m'imaginer quelquefois que vous n'avez reçu l'existence dans le sein de cette mère adorable que par le souffle de la divinité. La mythologie des Grecs n'admettait-elle pas cette sorte d'existence? Ne les avons-nous pas reçues dans nos opinions religieuses? Mais il eût fallu un miracle, et pour qui, grand Dieu? Pour qui la nature en ferait-elle, si ce n'est pas pour mon Aline? N'en est-elle pas un elle-même? Laissez-la moi, cette opinion, ma divine amie. Elle me console. Elle ajoute, ce me semble, encore au culte que je vous dois. Une ambiance de fétichisme chtonien s'installe peu à peu dans le roman à une échelle où la loi et les entreprises de conquête du père Blamont sévissent particulièrement. Madame de Blamont, son épouse, écrit à l'amant de sa fille. « Oh, comme nous eussions été heureux cependant, vous, mon Aline et moi,
Quel jour serein et pur eussent été filés pour nous trois. Plus loin, elle admet au jeune muscadin qu'elle est aussi complaisante à son égard que sa fille peut l'être. Moi qui vous aime peut-être autant qu'elle. La littérature et l'écriture préviennent Valcourt de s'abandonner corps et âme à ce nœud de vipère en huis clos. Il décrit à ce propos, pour le compte de sa bien-aimée, les usages auxquels il s'adonne quotidiennement, entraîné par sa passion dominante qui l'a depuis toujours entraîné vers la littérature et les arts, et qui le les fait aujourd'hui préférer à tous les autres plaisirs de la vie, excepté celui d'adorer son Aline. Le tranchant de la distance qui sépare les deux amants éponymes français, soumis à la loi transcendante, implacable du président de Blamont, les tours et détours de raffinement et de politesse dont ils font montre par écrit pour espérer le cas échéant se rejoindre, les astreignent à un commerce par lettres qui les sépare mais qui les relie. Valcourt, sujet de la loi du père, se contente de sa relation épistolaire et cela le protège d'une idolâtrie coutonienne entière à l'endroit de sa bien-aimée, sous l'égide de l'intrusive Madame de Blamont. Le jeune homme résiste en ce sens aux encouragements de la jeune fille, qui vise à instaurer le régime sentimental que les amoureux ont déjà eu pour but de conquérir d'un commun concours. Le tendron ordonne à son supposé dévot que je remplisse tous vos moments comme vous occupez tout mon cœur. La même métaphore est employée par Boulanger d'Holbach pour décrire la constitution révoltante qui fait qu'un seul est tout. Au début du récit, Aline badine avec son soupirant. J'y perçois en même temps un appel à l'aide et au passage à l'acte. Que diriez-vous, mon ami, si quelques géants, Ferragus par exemple, le fléau du brave chevalier Valentin, si, dis-je, cet incivil personnage allait vous enlever votre Aline? Vous armeriez-vous de pied en cap pour combattre le déloyal? Valcourt n'ira pas jusqu'à rescaper sa prétendue, car selon la formule du duo matérialiste, il a trop respecté les institutions de ses pairs. En comparaison à cette contrepartie domestiquée, Sainville effectue le rapt de Léonore lorsque des instances paternelles s'interposent entre lui et sa fiancée. Il fait sienne la sagesse des philosophes matérialistes. Quelles sont ces lois qui ne dégénèrent point insensiblement, surtout quand le respect excessif qu'on a pour elles ne permet point de les confronter de temps en temps avec la loi primitive qui est gravée dans tous les cœurs? Au fétichisme dont fait l'objet Léonore, tel que l'illustre le passage où Sainville participe à la statufier, Valcourt préfère une dévotion aveugle à la loi du père qui le transcende. Mais je vous écrirai du moins, vous me le permettez? Je le pourrai, hélas, c'est une consolation sans doute, mais qu'elle est loin de celle que je désire, qu'elle est loin de celle qu'il me faut. Fétichisme pour fétichisme, l'un des plus grands scandales du roman consiste peut-être à affirmer que Valcourt a préféré sa plume à Aline. Son état de misère final m'indique que Blamont père n'est pas le seul à devoir être blâmé pour le sacrifice de sa fille. Y a-t-il pas un Dieu qui veille sur les amoureux sincères dans le roman? Sainville décrit en ces termes son naufrage sur les côtes africaines en proie aux eaux soulevées. Je ne m'étais muni d'aucun vivre, dans cette circonstance où le désir de se conserver aveugle toujours sur les vrais moyens d'y parvenir, mais il est un Dieu pour les amants. Très efficace. Une autre question se pose. À quel fétiche sacrifie le président de Blamont? Brosse avance en effet qu'un fétiche, c'est ce à quoi l'on sacrifie. Ce sont autant de dieux, de choses sacrées et aussi de talismans que les Noirs, qui leur rendent un culte exact et respectueux, leur adressent leurs vœux et leur offrent des sacrifices. On ne peut pas répondre qu'ils sacrifient à la loi du Père qu'ils ne respectent pas. La loi du Père serait le fétiche par le prétexte duquel il sacrifie. À quel fétiche sacrifie donc le président? La consistance de son fétiche dur et raide me fait vaguement penser à ce passage des 120 journées où les gangsters de Sealing parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Des scélérats profonds et reconnus qui n'ont de Dieu que leur lubricité, de loi que leur dépravation. Ce Dieu de la lubricité et de la dépravation, j'essaie de l'identifier, je sens qu'il gît sous l'œuvre sadienne, sous Aline et Valcourt y compris. En un mot, je suis sur les traces du diable. Cette avancée irait dans le sens de mon hypothèse, car la divinité de Butua a toutes les caractéristiques de la représentation zoanthropomorphique inquiétante que Nadia Minerva classe sous la rubrique « diable » dans le Dictionnaire européen des Lumières.
L'auteur écrit au sujet de l'ennemi dans une note en bas de page qui explicite le culte africain. Le rival de Dieu est peint sous l'emblème du serpent. Le culte du serpent, en un mot, est universel. J'essaierai de trouver dans Alain et Valcourt certaines traces d'occultisme satanique. Des signes vont dans le sens de cette interprétation. Le paillard Blamont, sectateur du vice, apôtre de l'indécence, est élu au moyen de ses machinations diaboliques et infernales au temple de la fortune. J'ai terminé mon analyse en tressant un conflit entre ce que Boulanger d'Holbach appelle l'astrologie judiciaire, tentative notionnelle qui cherche à résumer la superstition en un dieu législateur transcendant, et ce que le président de Brosse conceptualise sous le nom de fétichisme. La loi transcendante du Père n'est respectée que par une certaine frange de la société imaginée par Sade, les subalternes de Blamont. Le juge sacrificateur, pour sa part, obéirait à une autre divinité, celle de sa jouissance isoliste, dont je tenterai de déceler les traces chthoniennes du diable. Joseph de Maistre, que j'ai hâte de lire, m'aidera peut-être à construire mon argument. J'aimerais poser une dernière question pour conclure ma communication. S'il y eut une telle chose dans l'histoire que la barbarie africaine, fallait-il obligatoirement sacrifier ses perpétrateurs lorsque la loi leur fut confiée? Au nom de quelle jouissance isoliste, en mon sens suspecte, cela a-t-il été rendu possible? Peut-être en celle cannibale, qui implique un certain chocolat, que boit innocemment Madame de Blamont en compagnie de sa communauté d'intérêt, habituellement herbivore, de Berfeuille. Merci.